Bonjour, est-ce que le Parlement européen sert vraiment à quelque chose? Et si on répond oui à cette question qui ressurgit à chaque élection européenne, comment expliquer qu'il soit si difficile d'expliquer au public le rôle exact de ce Parlement? Avec nous pour répondre à ces questions d'actualité, 3 eurodéputés sortants. Jean-Paul Gauzès, vous êtes eurodéputé UMP PPE sortant, par ailleurs maire de Sainte-Agathe-d'Aliémont en Seine-Maritime, et vous êtes candidat aux élections de dimanche. Et à vos côtés, 2 autres eurodéputés sortants qui, eux, n'ont pas été reconduits sur les listes socialistes, puisque vous êtes tous les deux des sortants socialistes. Alors Françoise Castex en pointe sur nombre de dossiers concernant le numérique, on en a souvent parlé sur ce site, et Lim Ngok, vous vous êtes consacré pour votre part à la critique des politiques d'austérité instaurées par la Troïka. Alors pour quelles raisons tous les deux le PS vous a-t-il éjecté des listes? Ce sera aussi une des questions qu'on posera dans cette émission, que nous allons commencer avec, si j'ai bien compris, une page sportive. Oui, Didier. Je serai le Thierry Roland de l'émission un peu aujourd'hui. Alors en temps normal, mon cher Daniel, je ne suis pas un forcené du football, un furieux du coup de pied arrêté, un fondu du centre en retrait et un frappadingue de la reprise de volée dans la lucarne. Mais cette fois, je dois dire que je suis assez tenté de m'y intéresser plus que de raison. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Brésil, je trouve qu'il règne sur la planète football un climat que je qualifierais de prometteur, une ambiance de pétage de plomb généralisée, ma foi, bien alléchante. Tout a commencé il y a quelques jours avec cette merveilleuse mise en garde prononcée devant les caméras par notre Pelé à nous, Pelé mais pas galeux, celui que sur le plateau de Stade 2 on appelle le patron, et vous allez constater qu'il mérite bien son surnom. Au Brésil, il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ça serait bien pour l'ensemble pour le Brésil et puis pour la planète football, quoi. Eh oui, Platini, c'est un peu le Pierre Gattaz des surfaces de réparation. Il trouve que les éclats un peu sociaux, c'est pas bon pour les affaires. Le climat est tendu, oui, justement, il faut qu'on appelle, nous, les gens, à dire le Brésil, faites un effort pendant un mois, calmez-vous, rendez hommage à cette belle Coupe du Monde. Et oui, faut-il rappeler que Michel Platini a été l'un des promoteurs de la très judicieuse attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, un pays exemplaire en termes de gestion des éclats un peu sociaux. Par contre, si les dizaines d'ouvriers népalais qui succombent à la passion football chaque semaine sur les chantiers qataris pouvaient faire un peu moins de bruit en tombant de leur échafaudage, Platini leur en serait infiniment reconnaissant. Les préparatifs, ça fait aussi partie de la fête, il ne faut pas les gâcher. Une idée de génie quand même, que celle d'organiser une Coupe du Monde de foot dans un pays où il fait 55 degrés à l'ombre au mois de juillet. L'autre matin, sur l'antenne de France Inter, Jean-Luc Godard a eu une idée lumineuse pour pallier ce désagrément. Il a proposé de jouer la Coupe en hiver et de la diffuser en été. C'est pas idiot, hein? C'est Godard qu'on devrait nommer à la tête de la FIFA. Donc, quand Platini a donné le coup d'envoi du match des grosses conneries de footeux bas du front avec son appel à la paix sociale dans les favelas pendant que des millionnaires en short jouent à la baballe entre les panneaux publicitaires, j'ai eu le pressentiment que le déconomètre allait être sérieusement mis à contribution dans les jours suivants. Et de fait, c'est le sélectionneur Didier Deschamps qui s'y est collé en répondant à une interview du Monde. Question. Savez-vous qu'il y a un bordel à 500 mètres de l'hôtel où les Bleus vont être logés au Brésil? Réponse de Deschamps. Non, mais apparemment vous êtes mieux renseigné que moi. C'est bizarre, parce que vous devez fréquenter les mêmes endroits que les joueurs. Quand on va jouer en Ukraine, je sais aussi que les soirées des journalistes sont très animées. Curieusement, vous allez dans les mêmes endroits, mais ça se sait moins. Souvent, j'arrive à le savoir quand même, au cas où, parce que vous pouvez avoir des dossiers sur les joueurs, mais j'en ai aussi sur vous. C'est bien de savoir ce qui se passe. Après, chacun fait ce qu'il veut. Rassurez-vous, Daniel, vous qui avez travaillé pendant des années, les journalistes du Monde ne vont pas aux putes pendant leur déplacement quand même. Pas au Monde, non. Pas vous, Daniel. Jésus, Marie, Joseph, quelle horreur. C'est pour ça que la nouvelle documentaliste que vous avez embauchée ressemble autant à Zaya. Bon, en lisant cette interview, je me suis dit que c'était un petit dérapage verbal de la part de Deschamps, qu'il était victime du redoutable syndrome du sélectionneur, qui pousse irrésistiblement les titulaires du poste maudit à proférer des incongruités et qui fut fatal à son prédécesseur, le malheureux Domenech. Pas du tout. Il a persisté et signé quelques heures plus tard en live devant les caméras.
Pourquoi vous avez menacé de balancer des infos sur la vie nocturne des journalistes? Ah, je ne suis pas menacé, je fais pas de menaces, moi, je menace pas, moi. Non, non. Si, là, ce sont même des menaces caractérisées. Enfin, il me semble, non? Après, on me pose une question, il y a un endroit apparemment qui est à 500 mètres. Je ne le savais pas, mais apparemment, il y en a d'autres qui le savent, donc voilà. Oui, ce sont des insinuations, mais enfin menaçantes quand même, on est bien d'accord. Hein. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Pas de souci. Mais ça se sait aussi. Bon, là, il n'y a pas de doute, hein, nous sommes en présence d'un sélectionneur national en train de signifier à des journalistes devant des caméras qu'il dispose de dossiers à caractère sexuel sur eux, aussi épais que le carnet de rendez-vous de Dodo la Saumure, et que si on lui fait des misères, il va tout balancer sur Internet, y compris les photos où on les voit procéder à des séances de tir au but, sans le ballon, mais avec le secours de la barre transversale. Vous apprécierez la pudeur de la formule. Bon, non, franchement, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas digne d'un sélectionneur national et surtout pas conforme du tout avec le cahier des charges défini par le président Platini. On va au Brésil, c'est comme si les musulmans ils allaient à la Mecque, si les chrétiens ils allaient à Rome et si les juifs ils allaient à Jérusalem. C'est exactement ça d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Bon, vous avez entendu, monsieur Deschamps, hein, le Brésil c'est la Jérusalem, la Rome et la Mecque du football réunis. Évitez de le comparer à un bordel. Merci. Ça promet. Hein. Merci Didier. Dans une seconde, à quoi sert le Parlement européen? 3 eurodéputés sortants nous le révèlent. Peut-être. Alors, le Parlement européen, dans les grands médias, et notamment à la télévision, c'est quoi? Ce sont des coups de gueule de Daniel Cohn-Bendit, ce sont des sujets sur les déménagements incessants entre Strasbourg et Bruxelles, avec des belles images de mâles et de camions, et c'est des polémiques sur l'absentéisme des eurodéputés. Alors, il y a quelques mois, a surgi un nouveau thème qui est peut-être plus conforme à la réalité sur le fait que les partis politiques français préféreraient envoyer au Parlement européen leurs leaders nationaux ou des figures nationales plutôt que des eurodéputés plus calés techniquement. C'était notamment le thème d'un sujet qu'on voyait au 19-20 de France 3 en janvier dernier. Pourquoi les Français se passionnent-ils aussi peu pour les élections européennes? Voici peut-être un élément de réponse. Et si la responsabilité incombait aux partis politiques français? Strasbourg, siège du Parlement européen, c'est très loin vu de Paris. Et devenir eurodéputé suppose quelques renoncements. Cet élu socialiste en a fait l'amère expérience. Moi, on m'a dit t'as disparu des écrans radars à Paris. Alors moi, je réponds, ben oui, mais sauf que le travail se fait au Parlement européen. Ah oui, mais on me dit, oui, ben non, mais c'est pas comme ça en France. Voilà. Car contrairement aux apparences, les stars françaises au Parlement de Strasbourg ne sont ni Rachida Dati, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen, totalement inexistants ici. Les têtes d'affiche françaises s'appellent Alain Lamassoure, président de la commission du budget, Pervenche Berès, présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales, et Jean-Paul Gauzès, le spécialiste de la régulation financière. Totalement inconnu du grand public, ce discret avocat est pourtant l'un des élus les plus influents du Parlement. À votre avis, à quoi est-ce qu'on reconnaît un eurodéputé influent? On fait qu'il travaille, qu'il est présent, qu'il est assidu, et puis que les collègues ont un peu de considération pour lui. Quand il arrive dans le sud-salle, ils lui disent bonjour. Beaucoup d'eurodéputés français seraient là par défaut, plus que par envie ou conviction. C'est un rapport de la très sérieuse fondation Schuman qui l'atteste. Même la doyenne de l'Assemblée, élue depuis 1989, l'espiègle luxembourgeoise Astrid Lulling déplore cette incongruité française. La France est un grand pays et un grand pays qui nous envoie beaucoup trop de députés. Qui ne viennent qu'en plénière signer et voter, parce que sans ça, ils n'ont pas leurs indemnités, et qui ne foutent rien. Cela, c'est une catastrophe, surtout pour la France. Voilà, belle enquête de France 3, alors qui sera sur ce plateau complété par Sébastien Rochat. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure quand il est arrivé. Sébastien qui a enquêté sur un certain nombre de processus de fabrication d'un certain nombre de lois au Parlement européen. Françoise Castex, est-ce que ce qui est dit dans ce sujet de France 3, vous le confirmez? C'est-à-dire que effectivement, la France préfère envoyer des stars et Il y a deux problèmes qui se posent pour la France. D'une part, effectivement,
une sélection, disons, de candidats qui sont plutôt des stars ou des recalés du suffrage universel. Et puis, le turnover, c'est-à-dire que la démission en cours de mandat. Quand les élections européennes sont passées et qu'arrivent les élections législatives nationales, on voit un tiers, quelquefois plus, de députés européens français qui quittent l'hémicycle de Strasbourg et de Bruxelles pour aller faire campagne et essayer d'obtenir un mandat national. Et ça, c'est spécifiquement français? Ça, c'est spécifiquement français. Et ça désorganise complètement le travail des délégations françaises au Parlement européen, parce que pendant plusieurs mois, le député est absent pour cause de campagne, puis s'il est élu, son successeur ne va être nommé qu'un mois ou deux après, et voilà, il prend en cours de mandat, il ne choisit pas sa commission, il récupère des dossiers sur lesquels il n'a pas forcément envie de travailler, et on nous est arrivé en 2012 de rester 5-6 députés socialistes français à tenir la tranchée pour travailler sur 14 sur 15. Parce que les autres étaient soit en campagne présidentielle, dans la campagne présidentielle, soit préparer les législatives. Voilà, et ensuite... Et alors, en ce qui vous concerne personnellement, pour quelles raisons n'avez-vous pas été reconduite sur les listes? Comment vous l'a-t-on expliqué? Moi, parce que les listes au Parti Socialiste se composent comme un bureau national du Parti Socialiste, avec des équilibres difficiles entre courants, sous-courants, sous-sous-courants. Il paraît que pour constituer les listes cette année, c'était près de 19 sous-sensibilités qu'il fallait contenter. Donc je ne me risquerai pas à les énumérer de peur d'en oublier. Mais sur, voyez, les 7 circonscriptions nationales, quand on pense que on peut espérer 2 places éligibles sûres dans chaque circonscription, ça fait 14 éligibles potentiels pour contenter 19 personnes. Donc vous comprenez bien que ça devient des jeux de chaises musicales et de billard à 3 bandes. Et les instances nationales du PS vous ont donné une justification, vous ont expliqué quelque chose? Non, nous avons rencontré personne. C'est-à-dire que personne n'est venu rencontrer les députés sortants et les différents candidats aux élections européenne, soit la reconduction, soit un premier mandat, pour essayer de constituer aussi la liste en fonction de stratégies électorales ou de compétences acquises, de travail à poursuivre. Non, ça se passe vraiment dans les couloirs de Solferino. Alors, en ce qui vous concerne, vous aviez effectué 2 mandats, c'est ça? Oui. Hein? Et alors, je crois que vous avez essayé ensuite de vous présenter sous l'étiquette de Nouvelle Donne. Oui. Et ça s'est passé comment? Alors là, par contre, on m'a dit non, 2 mandats, c'est fini, quoi. Ah, voilà. Oui, nous, on est pour le mandat unique, non reconductible. Renouvellement. Non, voilà. Ce qui peut se comprendre. Oui et non, parce que je suis favorable au non-cumul à la limitation du cumul des mandats dans le temps. Mais je crois qu'entre des élus qui sont élus depuis 78 ou 79 au Parlement européen ou ailleurs et 2 mandats, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. On a tendance à dire que 3 mandats, c'est le bon chiffre au Parlement européen, pour un mandat pour apprendre, un mandat pour commencer à concrétiser et un dernier mandat pour s'affirmer, puis pour éventuellement transmettre. Bon, vous voyez très bien qui sont ceux qui sont connus comme parlementaires européens, que ce soit Alain Lamassoure, que ce soit Pervenche Berès, que ce soit Daniel Cohn-Bendit, ce sont des parlementaires, des europarlementaires qui ont fait 4-5 mandats. Lee Mangok, vous étiez à votre combienième mandat? Ah, moi, c'était mon seul mandat. Ah, c'était le premier? C'était ma seule expérience politique. C'était le premier. Et alors, ce que vous dites dans le reportage de France 3, on vous l'a vraiment dit comme ça. On vous a dit, tu n'es pas assez présent à Paris, tu comprends? Ça s'est passé comme ça? Oui, enfin, ça, c'est un des aspects de ce qu'on a pu me dire. Mais plus généralement, le fond du problème est que les partis français, de droite comme de gauche, se disent parfois très pro-européens. Mais en réalité, ils sont souverainistes
et ils ont une approche intergouvernementale des affaires européennes, surtout quand ils sont à la tête de l'exécutif. Et du coup, ce qui se fait au Parlement européen est complètement négligé, d'où le fait qu'il n'y ait pas de suivi du travail qui est fait au Parlement européen, et d'où le fait qu'on n'a pas de stratégie d'implantation au Parlement européen, comme l'ont les Allemands, qui tiennent la barre très fort. Enfin, Jean-Paul vous le confirmera sans doute. Et qui tiennent la barre très fort, c'est-à-dire de quelle manière? Comment? Les Allemands, vous dites qu'ils tiennent la barre très fort. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent la barre plus fort que les Français? Ils ont une stratégie où ils installent leurs députés pour la durée et où leur stratégie est de prendre des positions stratégiques, pardon pour la répétition, au Parlement européen dans des présidences de commissions et des commissions clés dans lesquelles les directives qui sont ensuite adoptées vont s'appliquer dans les États membres. Et eux ont une stratégie bien précise. On l'a vu sur l'union bancaire, on l'a vu sur d'autres dossiers. Ils savent où ils vont, quoi. Mais en même temps, vous comprenez bien que ça se discute, parce que vous êtes en train, là, entre eux, de plaider pour le cumul dans la durée. Et le cumul dans la durée des mandats était finalement aussi contestable. Non, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est autre chose. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas forcément un problème par exemple, de droite ou de gauche dans le Parti socialiste. On sait qu'il y a une droite, une aile gauche, des courants, etc. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au sein même de chaque courant, ils ont la même approche intergouvernementale de la chose. Et que, y compris dans notre courant qui est classé comme un courant de gauche, ils ont cette approche-là. Alors, en quoi ça explique votre non-renouvellement à vous, personnellement, sur les listes? Alors après, donc, il n'y a pas de suivi de ce qui se fait au Parlement européen. Et bon, je ne vais pas entrer dans la cuisine interne, mais c'est un choix de courant qui a été controversé au sein du courant lui-même. Voilà, alors, attendez, pour être clair, à quel courant du PS appartenez-vous? Moi, j'appartiens au courant Un Monde d'Avance comme Françoise. Nous sommes dans le même courant. D'accord. Qui est l'ex-courant Hamon-Emmanuelli, c'est bien celui-là? Qui est le courant Hamon-Emmanuelli. D'accord. Et alors, c'est au sein du courant qu'on a choisi de vous préférer quelqu'un d'autre, un autre candidat, c'est bien ça? Non, j'essaye de comprendre. C'est un jeu à plusieurs bandes, comme l'a dit Françoise. Bon, on savait, nous, qu'on avait grosso modo 2 places éligibles. D'accord. Voilà. Donc, on s'était mis d'accord dans une réunion interne et le résultat des courses, c'est pas le résultat final n'est pas celui qui avait été décidé initialement. Et en réalité, ça s'est joué la nuit de la négociation sur les listes. Moi, je suis membre des instances, hein, donc je peux vous dire ce qui s'est passé. Non, du parti. Du parti. Je suis membre du bureau national. Je peux vous dire que ça ne s'est pas passé au bureau national. Alors, ça s'est passé où? Au bureau national, il y a une suspension de séance de 3 heures, donc on était là, on attendait. Ça s'est passé dans le bureau du premier secrétaire qui était en contact avec les personnes les plus influentes du gouvernement. Donc ça ne s'est même pas passé au parti. D'accord. Alors les personnes, j'essaye de décrypter, hein, vous m'excusez, mais donc les personnes les plus influentes avaient décidé que il y aurait une personnalité de la société civile. C'est le Premier ministre de l'époque. Non, plusieurs qui sont au gouvernement. Des ministres. Oui, des ministres influents. Chef de courant au gouvernement. Chef de courant ou représentant. Ou représentant officieux. Oui. Non, j'essaye de comprendre, parce que c'est pas forcément très clair. Voilà. Donc, ils ont décidé moi, on m'a dit à 3h du matin, tu peux aller te coucher. Moi, je suis revenu à 5h, on m'a dit, t'es pas sur la liste. Voilà. D'accord, ça se passe comme ça. Donc voilà, donc... il y a eu des arbitrages, il y a eu des coups de billard à plusieurs bandes où on m'a expliqué par exemple qu'il fallait caser une personnalité de la société civile, donc Édouard Martin pour ne pas le citer. Et puis, le leader de la CFDT à Florange. Voilà. Voilà. Oui, et puis ensuite, ça permettait sans doute... voilà, donc on peut le dire comme ça. Soyons simples, là, vous avez été victime de l'arrivée de Martin. Non, parce qu'on aurait pu me caser ailleurs. Ah, on aurait pu vous caser ailleurs. Mais alors, ailleurs, il y avait qui d'autre alors? Ailleurs, il y avait d'autres gens qui n'étaient pas forcément prévus. Par exemple?
Oh bah, écoutez, je Ouais, non, mais ne vais pas balancer, attendez, c'est pas... Allons-y. Vous savez quoi, vous savez qui y a sur les listes, Ouais, non, mais qui est membre de chaque courant, donc... Oui, enfin, on n'a pas étudié en détail. Bon, enfin, on comprend. Non, mais ça n'intéresse personne. Ah, si, ça si. n'intéresse personne. Bon, écoutez. mais enfin, si, Non, mais le fait intéressant... Mais, c'est non, pas mais là, ce qui est intéressant, je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est pas cette cuisine-là, c'est le fait qu'un eurodéputé expérimenté comme vous, enfin expérimenté au bout d'un mandat, mais expérimenté quand même, qui avait commencé de se spécialiser sur l'étude de l'impact des politiques d'austérité dans les pays de l'UE, on en parlera plus tard dans l'émission, on a choisi de le mettre à l'écart et de ne pas faire bénéficier le Parlement de cette compétence-là. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce que cela signifie, c'est que pour les deux principaux partis, et je pense que l'UMP fonctionne comme le Parti socialiste, on utilise les élections européennes, non pas pour développer une stratégie européenne, une stratégie sur des dossiers clés qui vont être débattus dans le Parlement européen. On ne l'utilise même pas pour régler des questions de stratégie nationale, mais on l'utilise pour régler des problèmes internes de l'organisation. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Donc c'est là, si vous voulez, qu'il y a un problème politique. Peu importe ensuite le problème des noms et des gens. D'accord, j'ai bien compris. Alors, sur les deux aspects dont on vient de discuter, le côté cuisine un peu opaque des appareils politiques français sur le choix de leurs candidats et de ceux qui mettent sur les listes, est-ce que ça se passe de la même manière à l'UMP ? Mais après ce que j'ai entendu, et je compatis pour mes deux collègues avec qui j'ai de très bonnes relations, mais j'ai l'impression que finalement, ça a été plutôt plus clair à l'UMP, puisque il y a eu une commission d'investiture qui a décidé, sans qu'il y ait de suspension de séance, et les députés sortants et les éventuels candidats ont été auditionnés par cette commission d'investiture en présence des parlementaires de leur région d'élection. Par exemple, pour moi-même, le Nord-Ouest. Et il a été demandé aux parlementaires qui étaient là, ou aux grands élus, de donner leur avis sur les candidats. Et à l'issue de ces débats, la commission d'investiture a décidé des choix des titulaires de postes éligibles sur la liste, et les autres sont venus après, mais on sait qu'on n'a pas plus d'un certain nombre d'élus. Et je dois dire que ces choix ont été conformes à ce qu'on pouvait attendre. La seule différence, le seul élément que je citerai, c'est que beaucoup de sortants ont été reconduits. Simplement, il se trouve que pour des raisons qui tiennent au parti, et ça rejoint ce que disaient mes collègues, certaines têtes de liste ont donné lieu à débat ou à discussion sur l'opportunité de leur présence. Et je crois que c'est un peu dommage parce que ça a entaché le reste de la composition de la liste. Mais parce que pour la première fois, des sortants ont été très largement reconduits. D'accord. Mais par exemple, on n'a pas observé à l'UMP ce que vous décrivent vos deux collègues sur le PS, c'est-à-dire des dosages entre les copéistes, les fillonniens... Écoutez, je pense que cet élément a joué, mais si je prends la liste du Nord-Ouest, sur les trois premiers, il y a le premier avait choisi M. Copé au moment de l'élection, et les deux suivants, dont moi, avaient choisi M. Fillon. Donc voilà, la liste sur la Bretagne, enfin sur l'Ouest, les deux candidats susceptibles d'être élus avaient choisi M. Fillon. Donc je pense que l'équilibre se fait sans gros problème. Et sur ce que disait plus largement Liam Van Noot, sur le fonctionnement du Parlement européen et sur on va dire l'absence de stratégie des Français par rapport par exemple aux Allemands qui privilégient l'expérience des sortants pour tenir les postes décisifs dans les commissions du Parlement, c'est quelque chose que vous avez constaté aussi ? Je fais à peu près la même analyse, et l'analyse selon laquelle un système de 3 mandats est un bon système parce que un an, ça permet d'apprendre, d'exister. Bon, Lim a eu la chance d'avoir un rapport important et visible, mais ça n'arrive pas toujours qu'au premier mandat on ait ce genre de rapport. Et donc le deuxième mandat permet de s'affirmer. Et comme le disait Françoise, au troisième mandat, on travaille et on initie les successeurs. Les Allemands fonctionnent comme ça, et puis en plus, ils sont nombreux. Et les Allemands, alors j'ajouterais à ce qui a été dit, c'est que les Allemands se concentrent dans les commissions importantes. À la commission économique, où nous sommes, Lim et moi, bon, lui, il est français de gauche, moi, je suis français de droite, puis c'est tout. Après, il y a 5 Allemands de droite, et il y en a avoir 2 ou 3 de gauche.
Hein, c'est-à-dire dans cette commission... Comment ils font? Mais c'est au moment des répartitions des postes, ils postulent. Les Français, je veux pas être... Les Français postulent pas. Mais les Français, je veux pas être méchant, mais les Français ont tendance à souhaiter les commissions qui sont apparemment sympathiques, visibles aux voyageuses. Alors ce sera les affaires étrangères, alors que le Parlement a très peu de rôle en matière de politique étrangère. Ça va être la culture, l'éducation, puis les régions, parce qu'il y a les crédits, alors que c'est pas nous qui distribuons les crédits. Donc voilà, et puis les commissions techniques, elles sont un peu délaissées. Vous voyez, les affaires juridiques, par exemple, dans lesquelles je siégeais, là aussi, c'était, ça parlait allemand exclusivement, parce que c'était des Autrichiens et des Allemands. Et puis il y avait 2 Espagnols et 2 Français. Aussi, voilà. 2 Françaises. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, comme par hasard, dans une commission très technique. Ah oui, dans le juridique, oui. Non, mais juste sur les différences entre Français et Allemands, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français n'ont pas compris l'importance du Parlement européen? Oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils gèrent en intergouvernemental. Regardez la tribune de Sarko. La tribune du Point. Monsieur Sarkozy. Attention. La parole est libre. Vous pouvez l'appeler Sarko, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez l'appeler Monsieur Sarkozy. Ce qu'il propose, c'est une approche intergouvernementale type Merkozy ou Mercolande, clairement, avec l'Allemagne. Ici, on estime que... personnelle qu'il a exprimée. Non, mais la France, mais même nous, aujourd'hui... quand je dis nous, c'est à gauche, le président de la République estime que l'endroit clé où il doit négocier, c'est le Conseil européen avec Mme Merkel, en tête-à-tête. Donc on est dans un scénario où on est toujours dans une Europe des États, contrairement à ce que dit le Front National. Pour les Français. Non, on est dans une Europe des États. Ce sont en fait les États qui donnent le là, qui s'arrangent entre eux au Conseil, et en particulier à l'Eurogroupe s'agissant de la zone euro. Les politiques qu'ils imposent le sont par la Commission, mais ils se couvrent derrière la Commission. C'est la faute à la Commission. Mais en fait, la Commission est très faible et elle est sous le joug des États qui vont ensuite imposer leur programme. On a bien compris, mais ce que je ne comprends pas, c'est si cette conception purement étatiste de la conduite des affaires européennes est une conception française, ou est-ce que c'est largement partagé par les... C'est partagé. Regardez, l'histoire de la Troïka, c'est ça. C'est une structure ad hoc mise en place par l'Eurogroupe en intergouvernemental pour appliquer une politique sur laquelle les États s'arrangent. Et le Parlement européen, qui est la seule institution, j'ai osé le gros mot fédéral, élue au suffrage universel, a trop peu de pouvoir pour contester ces arrangements intergouvernementaux. Il manque un pouvoir essentiel au Parlement, c'est le droit d'initiative. Le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Et c'est pour ça que, dans cette campagne, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que ceux qui ne connaissent pas l'Europe, il y en a beaucoup, ont raconté des choses qui étaient impossibles. Et ça contribue à créer ce malentendu. Par exemple, expliquer que la politique allait changer parce que le Parlement serait de gauche ou de droite. Mais non, le Parlement, il se prononcera sur les textes qui lui seront soumis par la Commission. On peut, au travers de rapports d'initiative, émettre des vœux. Ces vœux seront plus ou moins différents suivant que c'est la gauche ou la droite, mais ça n'aura aucune conséquence immédiate sur le plan juridique. Et donc, attendez, vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de nous expliquer que les élections ne servent à rien. Non. Ah si. Non. Je dis gauche-droite, ça ne changera pas. Non, je dis simplement que les élections, que juridiquement, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. D'accord. Ça signifie qu'on ne peut débattre que des sujets qui nous sont soumis. Mais il peut bien les voter. Dans les conditions dans la 5e République aussi. Dans la 5e République il peut bien les voter ou refuser de les voter. Oui. Et les amender. Et en plus, il peut les amender. Oui, mais si on ne nous soumet pas une initiative dans tel domaine, on ne la fera pas avancer. Moi, je voudrais amener un bémol à ce que disent mes 2 collègues. C'est vrai que la France est toujours dans une espèce de mythe de l'intergouvernemental et aussi de la place de la France au Conseil et de ce fameux couple mythique franco-allemand qui pourrait entraîner le reste de l'Union européenne. C'est une conception qui était vraie il y a 15 ans. D'une part parce que le Parlement européen n'avait pas encore acquis des compétences dans la codécision, et d'autre part parce qu'on était 6, 9, 12, 15. Maintenant, on est 28. Donc, aussi fort soit ce couple franco-allemand, il est quand même un petit peu dilué dans 28. D'une part. Et d'autre part, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen
la codécision. Donc, les lois, les législations européennes sont quand même discutées, amendées, votées par le Parlement européen. Alors ensuite, effectivement, on n'a pas l'initiative législative. Et c'est là que la nouveauté de cette élection de 2014, avec la candidature d'un président éventuel à la Commission européenne, peut être intéressante. Elle peut être intéressante si les groupes politiques qui vont se constituer au lendemain négocient avec le futur candidat ou le futur président de la Commission européenne pour avoir un mandat de législature. Et dire... On n'a pas l'initiative, mais on demande à la Commission européenne de proposer telle et telle et telle législation. Non, mais ce que disait à l'instant M. Gauzès, me fait penser à une photo qu'on a vue en ligne ces jours-ci, une photo des deux principaux candidats à la présidence de la Commission, le socialiste Schulz, d'ailleurs on peut voir la photo, et le conservateur Juncker, en train de bien rigoler ensemble. Et ça, c'est une image qui est absolument terrible pour la mobilisation aux élections. Si on se dit, bon, bah, alors on peut aller voter à droite, on peut aller voter socialiste, finalement, au total, ils vont passer des compromis, ils vont s'entendre. Vous nous dites, vous, de toute façon, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Donc, enfin, je veux dire, à quoi ça sert d'aller voter? Mais non, ça sert, et le Parlement travaille. On vient de... Françoise Classès l'a dit à l'instant, il vote les lois. Je dis simplement, il vote les directives qui lui sont soumises. Bon, et il ne peut pas proposer des directives. Voilà, c'est ça l'initiative des lois. Ça signifie aussi, s'agissant de l'élection du président de la Commission, j'attends de voir ce qui va se passer. Je crois que, et c'est dommage, parce que ça créera un nouveau malentendu avec les citoyens. On leur a raconté une belle histoire pendant la campagne, des deux côtés, et en réalité, ça peut se passer tout à fait autrement. Mais cette photo-là, elle exprime la vérité des rapports de force On peut faire des photos... si on prend la photo de nous deux tout de suite, on va dire qu'on s'entend comme la renfoire. Oui, mais enfin, ce qu'elle veut dire, Non, c'est celui qui l'utilise, la photo. Oui. Alors, vous savez, maintenant, on est dans une société où il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas se laisser photographier, parce qu'on peut voir ça sur Internet ou sur Facebook tout de suite. Je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au Parlement, il n'y a pas de majorité. Et il n'y aura pas de majorité. Le scrutin à la proportionnelle très large qui existe fait qu'il n'y aura pas de majorité. Donc les compromis sont nécessaires. Et il y aura de toute façon un compromis PPE-PS? Pas nécessairement, mais je pense que ça sera peut-être la riposte aux eurosceptiques grandissant dans le Parlement. Il pourrait y avoir une alternative, sur laquelle d'ailleurs Martin Schulz n'a pas voulu se prononcer. Est-ce qu'il est prêt à construire une majorité avec les Verts et la GUE, c'est-à-dire avec le groupe de la gauche unie européenne et les Verts, si cette coalition de gauche pouvait obtenir une majorité? Il ne veut pas se prononcer là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas une majorité alternative. Donc il limite lui-même sa possibilité de compromis. Oui, alors sur le problème de fond du rôle du Parlement européen, moi je suis assez d'accord avec Jean-Paul. Il faut lui donner plus de pouvoir. Et le jour où il aura plus de pouvoir, les gens iront voter parce qu'ils savent que ça servira à quelque chose. Alors, pourquoi ils vont voter aux élections nationales De moins en moins aussi. Hein. Oui, de moins en moins, mais parce qu'ils voient que ça se passe à l'Assemblée nationale, que ça se passe au niveau d'élections présidentielles, que ça se passe dans les municipalités. Là, le pouvoir du Parlement européen est trop faible. Cela dit, nationalement aussi, dans la Ve République, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Hein. Si, il peut faire des propositions. De fait, c'est autre chose. Il y a quelques niches où il peut le faire, mais enfin bon, c'est très restreint. Dans les textes, il peut avoir... Et nous, ce que nous regrettons comme parlementaires, c'est que la démocratie représentative qui passe par le pouvoir du Parlement soit trop faible, et dans la Ve République, et au niveau européen. Mais là, il faut aller jusqu'au bout quand on assume cette position. Ça veut dire que quand il n'y a pas de majorité, ça passe par des compromis. Quand vous n'avez pas de majorité, comment vous faites pour faire passer les lois? Surtout quand vous essayez de faire avancer les choses. Alors ça peut être un compromis avec la droite et le centre, ça peut être un compromis avec la gauche. Moi, personnellement, je souhaite que le prochain Parlement bascule à gauche et qu'il y ait des possibilités de majorité que décrit Françoise. Voilà, mais si demain il n'y a pas,
Ah, comment on fait? Ça réponse... Dans un régime parlementaire, vous êtes obligé de travailler ensemble. Réponse dimanche soir. Alors, on va en venir dans une seconde au fond des dossiers que vous avez tous les trois traités pendant votre mandat. Avant, je voudrais qu'on termine avec une polémique voisine d'ailleurs sur les parlementaires, les europarlementaires français, qui est leur absentéisme. Alors, en général, quand on entend parler du Parlement européen, c'est pour parler de l'absentéisme des Français. Oui, la presse en fait en parle régulièrement. La dernière polémique, c'était la nomination de Harlem Désir au poste de secrétaire d'État aux affaires européennes, alors qu'il n'était pas très assidu au Parlement européen. Alors c'est le classement de VoteWatch qui est le plus souvent cité par la presse, notamment... Alors, on va essayer d'expliquer, donc qui est notamment cité donc par le Parisien en avril dernier. Alors, c'est un classement qui mesure l'activité des eurodéputés à partir des données du Parlement et qui signale les absences lors des votes en assemblée plénière. Alors, quand on regarde ce taux de participation entre 2009 et 2014, on voit que certains députés sont très assidus en séance plénière, comme Brice Hortefeux ou José Bové, à la différence de certains eurodéputés beaucoup plus absents, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et surtout Harlem Désir qui arrive en avant-dernier. On le disait. Voilà. Seulement, donc, il existe d'autres classements qui donnent des résultats complètement différents. Par exemple, pour corriger cette image d'absentéiste, Jean-Luc Mélenchon a cité celui de MEP Ranking, qui le classe parmi les eurodéputés les plus assidus. Alors, comment expliquer les différences entre ces deux classements? Tout simplement parce que MEP Ranking prend en compte les explications orales ou écrites à l'issue des votes et qui sont inscrites sur les procès-verbaux de séance. Pour Le Monde, c'est une technique, une petite astuce qui consiste à donner l'impression d'une activité soutenue. La preuve, c'est que Mélenchon s'il est aussi bien classé, c'est parce qu'il envoie par écrit ses explications de vote. Bon, ça, Mélenchon, de son côté, a contesté cette manière de procéder. Alors, juste en un mot, parce qu'on ne va pas faire non plus des heures là-dessus. C'est sur ça que la presse regarde. La réalité, c'est le travail en commission. Ce qu'il faut regarder, c'est la présence en commission. Et si vous regardez la présence en commission, vous verrez que François Slanset, Libs ou moi, on y est tout le temps. On a déposé des amendements. Il faut regarder qu'est-ce qui fait des rapports. Alors que vous êtes moins présent en plénière? Mais non, on y est autant. Mais vous êtes absent une fois, moi j'ai été absent 2 fois par maladie de trucs. Bon, votre chiffre baisse sous le coup. Quand vous regardez d'autres types de classements, on n'est pas classé pareil. Alors, le critère avancé par Mélenchon, qui est celui de ses explications de vote écrites. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est de l'escroquerie. C'est un bon critère ou c'est pas un bon critère? Mais non, c'est de l'escroquerie. C'est les assistants qui font ça, l'envoie par Internet dans un certain délai après la fin de la séance. Et le gars est même pas en séance physiquement pour faire son explication de vote. Vous êtes d'accord avec ça? Le critère des explications de vote écrites avancé par Mélenchon, c'est de l'escroquerie? C'est pas là-dessus qu'on juge le travail des députés au Parlement, quoi. C'est celui qui l'avance lui, en tout cas. Oui. Voilà. La plupart... Vous lui poserez la question. Non, mais je vous la pose à vous. Alors, sachant que d'ailleurs, vous vous êtes rapprochés ces derniers temps du Front de gauche et de Mélenchon. On vous a vu dans une manif récemment. Moi, je discute avec tous les partenaires que la gauche C'est pour ça que je vous pose cette question de l'absentéisme. Quel est pour vous le bon critère de l'appréciation du travail d'un parlementaire européen? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Gauzès. Il faut être présent en commission, il faut prendre des rapports, il faut faire des amendements, et puis il faut causer en plénière. Et on peut causer en plénière d'ailleurs que si on a des rapports et si on est présent en commission. Sinon vous êtes condamné à faire des explications de vote. Mais dans le cas de Mélenchon, moi je comprends ça. Sa principale fonction, c'est de mener le débat pour son parti nationalement. Il ne peut pas être partout à la fois non plus, quoi. Oui, mais enfin... pourquoi être élu dans ce cas-là? Jean-Luc Mélenchon distribue dans le sud-ouest un petit tract où sous forme de podium, où il est sur la première marche, une deuxième marche Robert Rochefort, troisième marche Castex, pour montrer que c'est lui qui a été le plus actif. Tous ces calculs d'assiduité reposent essentiellement sur le travail de la plénière. La plénière, c'est 4 jours par mois, 1 semaine par mois à Strasbourg. Mais le reste du temps, le Parlement fonctionne aussi, contrairement à ce qu'ont l'air de dire là, les stars de la politique française. Ils fonctionnent à Bruxelles, en commission, en réunion de groupe, et là on ne les voit jamais. Oui. Donc en fait, ce sont des parlementaires européens qui travaillent à quart de temps. Les stars? Les stars. D'accord. Ils sont présents uniquement à Strasbourg. Et en revanche, le travail... Avec une indemnité à temps complet. Une indemnité à temps complet, mais ils travaillent à quart de temps. Et en revanche, le travail en commission n'est pris en compte dans aucun des 2 modes de classement qu'énumérait Sébastien à l'instant, là.
Dans cela, non. Dans cela, non. Ah, voilà. Et alors, il y a un travail qui a été fait par une grande entreprise française pour Oui. mesurer l'influence, et ça, c'est autrement significatif, en tenant compte à la fois des rapports, des présences en commission, des fonctions que l'on tient quand on est président d'un intergroupe ou autre, donc tous ces éléments qui font qu'on existe au Parlement. Alors, on va en venir au fond, c'est-à-dire à quoi vous servez, à quoi vous avez servi sur le fond des dossiers. Alors, en prenant les dossiers que vous avez, chacun de vous trois traités, alors à quoi vous servez? C'est vrai qu'il est assez difficile de s'en faire une appréciation en comptant sur les médias nationaux français, écrits ou audiovisuels, qui, d'une manière très générale, s'en foutent totalement du Parlement européen, hors période électorale, et même aussi de temps en temps dans les périodes électorales. En revanche, il y a un bon outil d'information sur le site du Parlement européen lui-même, où sont mises en ligne des vidéos qui retracent vos activités, vos déplacements, votre travail. On va commencer par une vidéo qui vous montre, vous, Monsieur Gauzès, en déplacement sur vos terres de Seine-Maritime. C'est un film très sympathique. Mais le fait d'avoir un mandat qui m'occupe finalement le samedi ou le dimanche, ou quelquefois au téléphone dans la semaine, ça permet de garder les pieds dans la réalité. Et je peux vous dire que quand on est maire d'un petit village, on a les pieds vraiment dans la réalité. Et je crois que ça aide beaucoup à l'exercice efficace du mandat parlementaire, même quand on traite les questions financières. Jean-Paul Gauzès est effectivement en première ligne au Parlement européen sur le dossier stratégique de la régulation financière. Il est même, dit-on, un expert redouté, jusque dans les cercles de la City de Londres, et classé 92e au palmarès FCI 500 des personnes les plus influentes dans la finance internationale. Mais chaque week-end, il abandonne cette casquette pour reprendre celle de maire d'un petit village normand, Sainte-Agathe d'Aliermont, et pour retrouver ses homologues du cru. Regardez, aujourd'hui, on a des petits soucis au niveau de l'AOP, au niveau du pourcentage de la race normande. Eh bien, on prend notre téléphone, on sait qu'il y a une réactivité derrière. Jean-Paul répond, il défendra becs et ongles donc ses produits, nos produits. Et donc là-dessus, il y a une relation excellente entre un petit élu et un personnage qui est un député européen. Bien entendu, il y a de la relation, il y a des échanges. Et c'est fait pour ça d'ailleurs. Alors, très concrètement, au-delà de répondre au téléphone, ce qui est toujours sympa, qu'est-ce que vous avez fait pour ce fromager de votre circonscription, de votre commune? C'est pas mon domaine de prédilection, l'agriculture, même si j'étais à la commission d'agriculture comme suppléant. On a eu à mettre en évidence la difficulté. Alors, c'est un problème très technique, c'est le problème de la part du lait provenant de vaches normandes pour faire du Neuchâtel. Vous voyez, c'est un sujet mondial. Et il fallait faire en sorte que les exigences ne soient pas telles que les agriculteurs soient coincés par la composition actuelle de leurs troupeaux. Parce que dans les troupeaux, on a à la fois des vaches normandes qui font à la fois de la viande et du lait, et des frisonnes qui font surtout du lait. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes arrivé à faire baisser le quota exigé. J'en ai parlé avec mes collègues de la commission agricole, et en intervenant aussi auprès des services, on est arrivé à appeler l'attention sur la difficulté qu'il y aurait à poursuivre ce projet. Concrètement, M. Gauzès, le quota, il a baissé ou il n'a pas baissé? Le quota du lait... Il n'a pas augmenté. Le problème, c'était d'éviter que ça n'augmente. D'accord, on voulait l'augmenter, vous avez réussi à bloquer l'augmentation. Voilà. Avec d'autres, c'est pas tout seul. Oui, d'accord. Et de manière plus générale... J'ai surtout travaillé dans deux domaines. Oui. Le domaine de la régulation financière, sur les propositions du commissaire Michel Barnier, c'est-à-dire la mise en place de réglementation à la fois pour la profession financière, pour les produits financiers et pour les territoires. Et j'ai travaillé aussi sur la question de la gouvernance économique, les deux sujets fondamentaux de la commission économique pendant ce mandat. Où vous étiez donc avec votre... Je suis dans la même commission que l'IM. Avec votre voisin de gauche. Alors, ce qui nous amène justement à ce sujet-là, dans la même série des très sympathiques d'ailleurs reportages du Parlement européen, on vous a vu, vous, en déplacement en Irlande, en train d'aller inspecter l'impact des politiques d'austérité sur l'Irlande. On regarde un petit extrait. Rien ne vaut le contact direct pour se faire une idée. Après Chypre et le Portugal, c'est en Irlande que ces députés européens mènent l'enquête sur la Troïka. Leur but, confirmer ou infirmer la légitimité démocratique et les éventuelles erreurs commises dans la gestion des plans d'austérité. En Irlande, la Troïka a prêté 85 milliards d'euros pour enflouer en grande partie les banques. L'explosion de la bulle immobilière et les gigantesques pertes provoquées par des investissements à risque dans les produits dérivés les avaient placés en faillite. Aujourd'hui, certains citoyens irlandais ont l'impression de payer la note.
C'est en soirée que nous retrouvons le petit groupe d'eurodéputés dans une réunion avec des membres du gouvernement irlandais. La question principale est simple. Dans quelles circonstances le plan de sauvetage des banques irlandaises a-t-il été suggéré par la Troïka? Une heure plus tard, place à la société civile. Le gouvernement irlandais souhaitait ce qu'on appelle un bail-in, c'est-à-dire faire payer les banquiers eux-mêmes et notamment les détenteurs de bons seniors, c'est-à-dire les plus gros, quoi. Oui. Et là, on a appris qu'il y a une forte pression à l'intérieur de la Troïka de la Banque Centrale Européenne qui a imposé qu'il n'y aurait pas de bail-in pour ne pas effrayer les investisseurs locaux ou étrangers. Et du coup, on a imposé à l'Irlande des plans d'austérité pour rembourser. Alors, en gros, quel a été le résultat le plus tangible de cette mission d'information que vous avez menée? Le résultat, c'est qu'au sein de la Troïka, il y a eu des débats. Le FMI, et la Banque centrale et la Commission ont eu beaucoup de désaccords, notamment sur la restructuration de la dette grecque. Et ces désaccords n'ont été tranchés dans aucune instance communautaire. Ça a été discuté, délibéré seulement dans l'opacité de l'Eurogroupe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était les États qui s'arrangeaient entre eux. Et au sein de l'Eurogroupe, lorsqu'on pose la question au président de l'Eurogroupe sur un certain nombre de questions sensibles, comme le fait que l'Eurogroupe ait proposé de taxer les déposants chypriotes alors qu'il existe une garantie des dépôts inférieure à 100 000 €, la réponse de M. Dijsselbloem, ça a été « ça ne regarde pas le Parlement européen ». Donc là, il y a un vrai problème de légitimité démocratique de certaines décisions qui ont été imposées, le pistolet sur la tempe, au gouvernement et aux parlements nationaux. Et donc nous demandons, le Parlement européen demande une démocratisation des mécanismes d'assistance et de solidarité aux États dans le futur. Et par exemple, le mécanisme européen de stabilité qui a été mis en place et qui est un mécanisme intergouvernemental doit être, selon nous, placé sous la méthode communautaire, c'est-à-dire que le Parlement européen doit pouvoir avoir son mot à dire dans les politiques qui sont proposées ensuite aux États membres. Mais alors, ces désaccords au sein de la Troïka, dont effectivement on a eu quelques échos dans la presse, vous les imputez au travail que vous avez fait, vous, en tant qu'europarlementaire, et à votre rapport. Moi, j'imaginais pas à quel point il y avait ces désaccords. Ah, c'est ça. Et que s'ils avaient été tranchés dans une instance démocratique, on n'aurait peut-être pas abouti au même choix. Alors peut-être qu'on aurait abouti au même choix parce que la majorité au Parlement européen est telle qu'elle est plutôt favorable à des politiques de consolidation budgétaire rapide. Mais peut-être que le débat aurait fait qu'on aurait évité certaines erreurs, notamment dans les plans de sauvetage irlandais ou dans la non-restructuration immédiate de la dette grecque. Et au sein de cette commission, comment dire, c'est une commission d'enquête sur une mission d'information? Non, c'est pas une commission d'enquête parce que le PP ne souhaitait pas de commission d'enquête lorsque... PPE, c'est la droite. Oui, lorsque nous l'avions demandé après le rapport crise de Mme Berès, nous avions demandé une commission d'enquête, nous, le groupe socialiste et démocrate. Et donc la formule de compromis qui a été trouvée, c'est on fait un rapport d'initiative. Un rapport d'initiative. C'est la position du Parlement européen. Et on va mettre le terme enquête dedans pour satisfaire les socialistes qui veulent enquêter, quoi. Ah, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'une partie du PPE ne voulait pas faire le procès de la Troïka. D'accord. Et dans ce rapport d'initiative, vous êtes trouvés tous les deux, donc Non, c'est un de mes collègues autrichiens qui était le représentant. Non, pourquoi on s'est opposé au principe de la commission d'enquête? Parce que c'est long, les commissions d'enquête. Moi, j'ai participé à une dans le mandat précédent, ça a duré 2 ans. Et donc, ce qui était souhaitable là, c'est qu'on puisse rendre un rapport utile avant les élections au Parlement européen. C'était pas pour ne pas embêter la Troïka? Non, parce que finalement, ce qu'on devait dire a été dit dans le rapport. Elle a été demandée en 2010, cette commission d'enquête, donc on aurait pu la mettre en place mais la décision pendant le mandat. Le rapport d'initiative a été fixé en fin 2013, si je ne me trompe. Oui, parce que... Ça a été demandé en 2010, accepté en 2013? Non, la véritable demande pressante, elle est faite en fin 2013. Ah, ça a été demandé en 2010 ou en 2013? Le rapport crise, c'était 2010, donc c'est une suggestion du c'était une du rapport suggestion crise, du rapport crise, fait en 2010, mais ça a traîné non. en conférence des présidents pendant 2 ans.
Alors, non, mais moi, ça a traîné en conférence des présidents pendant 2 ans. Moi, je suis très heureux d'entrer dans la cuisine. Parce que le PPE ne souhaitait pas de commission d'enquête. Pourquoi ça a traîné en commission des présidents? Parce que nous demandions une commission d'enquête, le PPE n'en voulait pas, et le temps qu'on se mette d'accord, ça a pris 2 ans. Et donc, c'est la vraie formule de compromis, ça a été le rapport d'initiative d'enquête. On estimait qu'au moment où on voulait l'engager, c'était prématuré. Là, on a eu une vision assez globale de ce qui a été fait. Pourquoi c'était prématuré en 2010? On a quand même eu... Pourquoi c'était prématuré en 2010? Depuis quand fonctionnait la Troïka? Depuis quelle date fonctionnait la Troïka? Depuis quand? Ça venait d'être mis en fonction. Donc pour analyser le résultat d'une action quelques mois seulement ou quelques semaines après qu'elle ait été mise en cause... Là, oui, entre 2010 et 2013, vous avez bien pris votre temps, quand même. Non, je trouve que c'est légitime. Mais si ça avait été une commission d'enquête, vous attendriez encore le résultat pour dans 2 ans. Entre-temps, les politiques imposées ont fait des dégâts. Mais ça, alors, c'est sur le fond des choix, on a une différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, c'est qu'il y a la gauche qui dit il faut pas d'austérité et la croissance, mais nous aussi on est pour la croissance, et nous disons il faut un redressement financier pour espérer avoir une croissance qui soit solide et durable. C'est là le point de clivage aujourd'hui. Et si moi j'ai tenu, et j'y étais pour quelque chose, à ce qu'il y ait des co-rapporteurs et non pas un seul groupe qui ait le rapport, que ce soit la gauche ou la droite, c'est pour que justement on puisse faire les nuances nécessaires et les appréciations utiles. Et je crois que le rapport qui a été fait par Lim et notre collègue autrichien est un bon exemple du travail efficace que peut faire le Parlement et des conséquences que chacun peut en tirer. Alors les conséquences tirées par les uns ou les autres ne sont pas forcément les mêmes. Mais là, on a une base de travail qui est intéressante. Ouais. Enfin, je ne sais pas si les abonnés qui nous regardent en ce moment et qui ensuite dimanche vont se poser la question de savoir s'il faut aller voter aux élections européennes et vont se poser la question de savoir s'il faut aller voter aux élections européennes, vont être, excusez-moi, vont être follement motivés par ce qu'ils entendent là sur le plateau. Je vous pose une question que j'aimerais bien poser à beaucoup de journalistes. Quand on nous pose des questions sur ce qu'on fait, c'est légitime. Mais comment se fait-il qu'on ne soit pas traité comme les parlementaires nationaux? Quand on parle de l'absentéisme, on n'en parle pas pour les parlementaires nationaux. Non. Quand on demande l'absence, quand on veut de la transparence, on n'en parle pas. Mais les députés européens ont ce privilège de devoir être exemplaires. Mais je crois qu'on l'est exemplaire. Simplement, il faudrait qu'on en parle de nous. Oui, enfin, moi je ne vous ai pas posé des questions ni sur la transparence, ni sur la... Non, mais là, on parle du... Oui, de motivation. On parle du fond de votre travail, et c'est vrai que d'apprendre qu'il a fallu 3 ans pour monter une mission... comment vous avez dit, une mission? Un rapport d'initiative. Un rapport d'initiative sur le... On peut se moquer de tout. Oui. On peut se moquer de tout. Mais vous croyez que les rapports d'initiative aussi qui traînent pendant des années pour écrire des trucs qui ne servent à rien et qui vont sur une étagère, on peut s'en moquer aussi intelligemment. Oui. Et une partie du drame de ce Parlement, c'est qu'on consacre trop de temps à des choses qui n'ont aucune importance. Par exemple tous ces rapports sur les questions sociétales, qui sont l'occasion de faire montrer à chacun ses muscles d'un côté et de l'autre, et qui ensuite n'aboutissent à aucune conséquence. Vous pensez à quel type de rapport, par exemple, pour donner un exemple concret? Il y a eu récemment le rapport d'Iestrella, qui a donné lieu à des beaux débats qui ont été... Sur quel sujet? Sur les problèmes de... Égalité hommes-femmes. Allez-y, vas-y. Égalité hommes-femmes. Ça ressort périodiquement. C'est le marronnier du Parlement européen. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que on pose des débats au niveau européen sur des questions qui sont de compétences nationales. Donc, ce qui a provoqué ça, c'était les remises en cause du droit d'avortement, notamment en Espagne, et une espèce de soutien que voulait apporter le Parlement, ou en tout cas la gauche du Parlement, aux politiques d'interruption volontaire de grossesse. Et puis, on a pu faire le constat que le Parlement européen était très largement conservateur sur des questions sociétales. Ça s'est joué à 3 voix. Mais ça s'est joué. Ça s'est joué à 3 voix. Ce qui prouve que tout le monde n'est pas d'accord sur tout le temps. Non, mais sur le fond du reproche qui est fait par M. Gauzès, c'est-à-dire on perd trop de temps et d'énergie à discuter de questions sociétales, c'est-à-dire avoir de vastes discussions générales qui ne débouchent sur le concret. C'est ce que vous dites. On peut débattre longtemps sur ces questions-là, par des rapports d'initiative, sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de l'Union européenne. Parce que rien ne vous l'interdit.
en fait. Ben non, bien sûr, rien ne nous interdit de débattre de ce que vous voulez, même si ce n'est pas de compétence européenne. Voilà, donc c'est vrai que le Parlement européen devrait se recentrer sur les débats, sur du législatif. Parce qu'avec l'extension de la codécision, on a quand même maintenant beaucoup de travail strictement législatif, que ce soit dans la préparation d'une directive, puisqu'il y a quand même aussi une phase de consultation, quelquefois d'études d'impact dans laquelle on participe, et puis dans le dur de la législation. Mais pourquoi vous discutez de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas voter? C'est parce que ces sujets-là sont plus... Mais on n'est pas oui, mais parce que ces sujets-là sont plus médiatiques. Bavards et ça occupe le temps. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des commissions, tout à l'heure j'ai parlé de la commission économique, il y a des commissions importantes et des autres. Il y a des commissions qui sont législatives et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui traitent des matières qui rentrent dans le domaine de la codécision, parce que c'est de la compétence législative du Parlement, et d'autres commissions où il n'y a pratiquement pas d'action législative. Donc il faut bien que les gens trouvent quelque chose à faire. Et donc ils font des rapports, mais on ne peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Et c'est ce qui crée, non, mais pour le ramener à quelque chose d'actualité, c'est ce qui crée cette espèce de malentendu sur l'excès de pouvoir de Bruxelles. C'est qu'en fait, il y a des sujets dont on parle qui ne sont pas de la compétence de Bruxelles. Et qui ne sont pas législatifs. Et qui ne sont pas législatifs. Alors, on va en venir maintenant au domaine d'intervention plus particulier de Françoise Castex, donc, qui s'est beaucoup investi sur le numérique, Sébastien. Oui, vous êtes intervenu notamment sur la neutralité du net, sur le renforcement du contrôle des données personnelles. Vous êtes aussi beaucoup battu contre ACTA. Alors ACTA, c'était quoi? C'était des négociations pour lutter contre la contrefaçon numérique ou matérielle. Ça touchait aux droits d'auteur, aux brevets. Alors pour certains opposants, ils voyaient une atteinte à la liberté sur Internet en demandant par exemple aux fournisseurs d'accès de traquer les pirates au profit des ayants droit. En ce qui vous concerne, Françoise Castex, vous étiez contre ACTA en raison par exemple de l'opacité des négociations et surtout parce que cela donnait aux ayants droit la possibilité d'attaquer directement les contrevenants sans passer par un juge. Et autre sujet sur lequel vous êtes intervenu, c'est ce qu'on appelle la lutte contre l'IP tracking. C'est une pratique qui consiste pour les vendeurs en ligne à augmenter le prix proposé aux clients en fonction de ces simulations antérieures d'achat. Et on va voir un exemple. Cette enquête lancée par la CNIL sur l'IP tracking. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler et pourtant ça vous concerne. Certains sites internet sont soupçonnés d'augmenter leurs tarifs en fonction du nombre de visites que vous effectuez sur une page précise. Le principe est clair, plus un produit vous intéresse, plus il devient cher. Augmenter le prix artificiellement en fonction de l'intérêt manifesté par le consommateur. Cette pratique s'appelle l'IP tracking. Elle consiste à identifier les utilisateurs intéressés par un produit grâce à leur adresse IP, un numéro propre à chaque ordinateur connecté à Internet. Pour cet eurodéputé qui a saisi la commission informatique et liberté, c'est une méthode de vente déloyale. Imaginez une vitrine, et puis vous voyez une belle robe, une belle chemise ou n'importe quoi. Et puis chaque fois que vous passez devant et que vous la regardez, le prix augmente parce qu'on se dit voilà, vraiment cette chemise l'intéresse ou cette robe l'intéresse. Et donc on va lui apprendre d'une certaine manière que quand il a envie de quelque chose, il faut l'acheter tout de suite. Il ne faut pas trop réfléchir parce qu'autrement le prix augmente. Difficile de prouver l'existence de telles pratiques. Et en France, tous les sites de réservation en ligne se défendent d'utiliser l'IP tracking. Alors, c'est vrai que nous, on avait fait l'enquête à l'époque sur le site d'Arrêt sur Image, et en effet, je veux dire, personne n'est arrivé à prouver que des vendeurs en ligne utilisent cette pratique absolument odieuse de l'IP tracking, c'est-à-dire augmenter le prix qui vous est proposé à vous, internautes, si vous baladez, enfin, si vous revenez à plusieurs reprises sur le site. Alors, vous investir dans ce combat, est-ce que ce n'est pas finalement une manière de tomber un peu dans ce que dénonçait M. Gauzès, c'est-à-dire un sujet sociétal sans beaucoup d'impact, finalement? Non, parce que j'ai saisi la Commission européenne sur le sujet de l'IP tracking dans le cadre du suivi du travail parlementaire sur la législation concernant les données personnelles. Puisqu'on a voté un paquet législatif, une directive, un règlement concernant la protection des données personnelles. Comme je m'intéressais à cette question, parce que on était en train de travailler sur ces textes, déposer des amendements, j'ai connaissance par des gens qui m'interpellent, par un article de Raphaël Rivet dans Le Monde, de cette éventuelle pratique de l'IP tracking. Je fais mon travail de parlementaire,
j'écris à la Commission européenne et je pose une question écrite. Je dis, est-ce que la Commission européenne a connaissance de cette pratique qui pourrait contrevenir au principe de protection des données personnelles? La Commission me répond. Elle me répond 2 choses importantes. Elle me confirme que l'adresse IP constitue une donnée personnelle et donc doit être protégée. Et elle me dit, par contre, en l'état actuel de la législation, tant que notre règlement n'est pas voté, qui doit définir quelles sont les instances de recours, vous devez contacter votre commission nationale d'informatique et liberté. Donc, vous faites ce que je fais, je contacte la CNIL et la CNIL me dit, bon, effectivement, il y a un doute là-dessus. On fait une enquête avec les services de la DGRFP sur la direction des fraudes, oui. La direction des fraudes, voilà. À l'issue de cette enquête, bon, il n'est pas prouvé. Pourquoi il n'est pas prouvé? Parce que la technique a évolué. C'est-à-dire qu'on peut d'une part cacher son adresse IP dès qu'on est en Wi-Fi, et que d'autre part, c'est plutôt maintenant sans doute sur un système de cookies, c'est-à-dire des micro-programmes qui sont injectés dans les ordinateurs pour suivre votre navigation. Mais il n'empêche que ce soit par du traçage de l'adresse IP ou que ce soit par d'autres méthodes, il est avéré que dans la navigation Internet, il y a une collecte de données personnelles, les données personnelles étant maintenant aussi bien des données sensibles, votre nom, votre adresse, votre géolocalisation, mais aussi des données non sensibles a priori, qui traitées permettent de faire un profilage de l'internaute pour notamment des offres commerciales qui sont différenciées. D'accord, mais ça c'est une chose, ça montre que l'outil éventuellement existerait, qui permettrait à un commerçant peu scrupuleux de faire de l'IP tracking, mais on n'a pas démontré que quiconque en avait fait. Voilà. Voilà, on ne l'a pas démontré, mais cette enquête et ce débat qui a été initié par la question que j'ai posée a eu le mérite, dans le débat global sur la protection des données sur Internet, d'alerter sur des pratiques commerciales qui pourraient être définies comme frauduleuses. Et c'est dans la réponse que me fait la CNIL. Elle me dit qu'il peut y avoir effectivement des pratiques de collecte de données qui induisent une vente frauduleuse. Au total, quel est, vous diriez, le principal succès que vous avez obtenu lors de vos 2 mandats successifs au Parlement européen? S'il fallait garder qu'une chose? Je suis assez fière, mais encore pas moi toute seule, parce que c'est toujours un travail qui devient collectif, sur ce que l'on a fait avec ACTA. Voilà. Pourquoi j'en suis fière? Parce qu'en 2009-2010, quand je pose la question à la Commission européenne sur qu'est-ce qui est en train de se négocier, je le fais avec 5 autres parlementaires, dans une procédure qu'on appelle les questions écrites. On arrive par du débat à obtenir suffisamment de signatures pour obliger la Commission européenne à nous informer sur les négociations. À partir de là, il y a la procédure d'information de la Commission européenne, les commissions européennes les commissions parlementaires qui sont saisies, on fait des rapports, plusieurs votes au Parlement européen dans lesquels tous ceux qui sont contre ACTA sont toujours minoritaires. Puis le débat continue, et en 2012, quand on fait le vote final, c'est-à-dire à la fin du round de négociation d'ACTA, et que le Parlement européen vote, avec un rapporteur qui est un rapporteur socialiste et démocrate, mais qui au départ était favorable à ACTA. Et que vous avez retourné. Et qui a été retourné, c'est quand même, voilà, et avec, il faut voir la mobilisation extérieure aussi au Parlement européen. Et donc là, de fait, vous avez bloqué le truc. On a bloqué un processus. C'est donc la preuve. Qu'on peut. C'est la preuve que l'on peut. C'est la preuve que, comme toute instance démocratique, le Parlement européen est capable de changer d'avis.
Parce que une technocratie, ça ne change jamais d'avis. Hein. Les technocrates sont sûrs d'eux. Tandis qu'une assemblée parlementaire qui débat, qui écoute des arguments, qui échange des arguments, qui écoute des citoyens, des internautes, voilà, sa vision peut changer. Et puis, c'est comme d'ailleurs il y avait eu lieu en 2005-2006 avec la directive Bolkestein, la fameuse directive service, que quand il y a un lien qui s'établit entre le Parlement européen et des citoyens, que ce soit des syndicats, des associations de défense des consommateurs, il y a on peut organiser l'irruption de la société civile et des citoyens dans le Parlement européen. Cela dit, le blocage d'ACTA, oui, c'est concret, c'est un vrai résultat. On en pense ce qu'on veut, mais c'est un vrai résultat. Ça arrive souvent. Enfin, je veux dire, dans le cours du dernier mandat ou des 2 derniers mandats, il y a beaucoup de, on va dire, de résultats aussi clairs de décision ou de blocage ou de non-décision qui soit clairement imputable à l'action du Parlement européen? Sur les questions sur lesquelles j'ai travaillé, il y a eu ACTA. Sur la directive, le paquet législatif sur la protection des données personnelles, là aussi on a vu le Parlement européen modifier sa position pour aller sur la neutralité du net. Et là, ça vous concerne. Oui, bien sûr. Cite comme arrêt sur l'image. Tout nous concerne. Directement. Imaginez que les fournisseurs d'accès fassent des ventes liées et que les internautes n'aient plus la possibilité de naviguer partout, mais soit comme dans les télévisions sur abonnement, dirigés uniquement sur certains sites. Bon, si vous n'avez pas négocié, vous, le site arrêt sur image, avec un fournisseur d'accès pour que l'abonnement vous permette d'accéder, certains internautes ne pourront plus venir sur votre site. Clairement, sur la neutralité du net, qui est effectivement un point très important, quel est votre bilan? Pour le moment, le Parlement européen, mais en étant au milieu du gué législatif, puisque le Conseil ne s'est pas prononcé, hein, on est en codécision, donc on a, nous, pris la décision. On verra ce que dira le Conseil, et ce sera sur le prochain mandat parlementaire. On réaffirme la neutralité du net. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la circulation, on a un Internet ouvert, et tous les fournisseurs d'accès doivent donner l'accès à tous les sites. C'est très important, mais en même temps, on sait bien qu'en même temps, la question de la neutralité du net est posée aux États-Unis, qu'aux États-Unis, la Cour suprême vient de trancher dans un sens qui n'est pas favorable à la neutralité du net. Donc, ce qui aboutit à poser une autre question, c'est finalement quel est le rôle du Parlement européen et de l'Europe en général. Si les Américains décident de tuer la neutralité du net et de permettre effectivement un Internet à 2, 3, 4 vitesses, le Parlement européen, compte tenu des flux de circulation d'informations mondiaux, de quel poids sera son... Ça sera sans doute un sujet qui fera partie des négociations du TAFTA et de ou TTIP. Parce qu'il est évident que les intérêts des États-Unis sur l'Internet, dans la mesure où tous les géants Internet sont américains, de même que Mais c'est dans TAFTA pour l'instant ou c'est pas dans TAFTA? Ah, ça sera forcément abordé. Mais ça ne l'est pas déjà, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Les questions de propriété intellectuelle ont été abordées dans l'avant-dernier round. Ce point, on sait ou on ne sait pas? Si c'est dans les négociations actuelles, ça y sera. Ça a été abordé dans un des rounds. Comment ça se passe, la négociation? Il y a plusieurs... Vous, en plus, vous avez accès... Oui, il y a plusieurs étapes de négociation. On est à la 5e étape. Mais vous, en plus, ce que vous m'expliquez, c'est que les documents confidentiels qu'on n'a jamais, vous les avez. Voilà, je suis destinataire des documents confidentiels qui sont des... Parce que je suis membre, enfin voilà, pour quelques jours encore, de la commission de suivi du Parlement, des négociations. Donc on n'est pas présent physiquement. Mais vous savez quoi en fait? Qu'est-ce qu'on dit au Parlement de ces fameuses négociations TAFTA, sur lesquelles on va venir d'ailleurs, et dont tout le monde déplore l'opacité? Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On ne vous dit pas tout? Non, on ne nous dit pas tout. On vous dit quoi? Nous, on a eu la possibilité avant la fin du mandat de débattre avec le négociateur européen, qui nous disait voilà ce qu'on met sur la table comme demande, voilà quelles sont les lignes rouges, voilà ce que nous demandent les Américains. J'ai eu l'occasion de débattre, parce que j'ai organisé en tant que vice-présidente de la Commission des affaires juridiques, une audition des négociateurs américains qui nous ont expliqué leur position par rapport à la façon dont l'Union européenne élaborait ses normes de protection. Et ce qu'ils contestent notamment, c'est le principe de précaution. Oui. Hein? Bon. Mais
Et après, on reçoit des documents confidentiels, en main propre, uniquement en format papier, avec mon nom barré, pour bien identifier l'origine, où c'est des comptes rendus des discussions. Donc voilà, tel jour, on a abordé tel et tel sujet, les services publics, etc. Voilà quelle a été la position de l'Union européenne, voilà quelle a été la position... Vous les recevez en format papier? Uniquement en format papier. Pour que vous ne puissiez pas les faire suivre. Les faire fuiter. Voilà. Les faire fuiter. Mais ils ne sont pas conclusifs. Oui, mais comment concevez-vous votre rôle de parlementaire à ce moment-là? Vous considérez que vous devez respecter ce secret et cette confidentialité, ou vous considérez au contraire que votre rôle consisterait à informer le public et vos électeurs? Si le Parlement européen était ouvert, parce que là en ce moment, voilà, on est en stand-by. D'abord, je le mettrai en débat au sein de mon groupe politique et j'organiserai très certainement avec mon groupe politique des auditions et des débats avec des ONG et puis des représentants des citoyens. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce que le Parlement est fermé. Et comment ça, il est fermé? Depuis le 16 avril, les documents, vous les avez reçus, j'imagine, avant le 16 avril. Non, ils continuent à arriver là maintenant. Oui, mais vous en avez reçu certains. J'en ai reçu un ou deux. Oui. Ce qui s'est passé avant le 16 avril, c'est, je vous dis, des auditions qui étaient d'ailleurs retransmises en public, en streaming, on peut les regarder, des négociateurs américains. Voilà, ça a été, c'était pas en huis clos. Ce qui a été en huis clos, c'est les discussions avec le négociateur des États-Unis. Mais le débat va reprendre, évidemment. Avec le nouveau Parlement. Avec le nouveau Parlement. Alors, TAFTA, ça a été votre casse-tête de la semaine, Sébastien. Donc, vous allez nous résumer la formidable enquête de la semaine qui a été la vôtre. Alors, si vous avez besoin d'un stimulant, j'ai apporté ce qu'il faut parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Oui, alors c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'être simple. Donc, en fait, dans les négociations entre les États-Unis et l'Europe, il y a la question du règlement des litiges entre un État et une entreprise. L'idée, c'est de protéger les entreprises et les investisseurs face aux changements de réglementation, par exemple, dans un État. Alors, en clair, est-ce qu'une entreprise américaine pourrait porter plainte contre un État qui, par exemple, refuserait le gaz de schiste ou les OGM? Cette plainte, s'il pouvait porter plainte, elle serait traitée soit par la justice ordinaire, soit par un tribunal arbitral privé. Alors, ça existe déjà dans d'autres accords de libre-échange et des États ont déjà été condamnés à de lourdes amendes. Alors, les opposants à TAFTA sont montés au créneau sur ce sujet, à tel point que les discussions autour de ce dispositif ont été suspendues jusqu'en juin, c'est-à-dire à peu près le temps d'enterrer provisoirement le sujet pour les élections européennes. Sauf qu'un de nos abonnés, voilà, je vois bien le Doliprane, pour l'instant ça va, un de nos abonnés nous a signalé qu'en avril dernier, le Parlement européen avait voté un texte qui validait le principe de l'arbitrage privé. Alors, on a regardé, et c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'en fait le texte évoque les litiges entre un investisseur et un État. Il ne dit pas que ces litiges doivent être réglés par un tribunal privé, il précise juste qui doit payer entre l'UE et l'État. En cas de litige, en clair, si une entreprise se plaint d'une législation relevant de l'UE, c'est à l'UE de payer et vice-versa si c'est la faute d'un État. Donc dans ce texte, on ne dit pas comment doit être réglé ce litige. Par contre, ce texte n'écarte pas la possibilité du recours à l'arbitrage privé. En quelque sorte, il laisse tous les recours ouverts. Tout le groupe PS a voté pour, sauf vous, Françoise Catex, qui avez rejeté ce texte. Pourquoi? Je rejette ce texte parce que, de fait, il organise la possibilité, lors d'accords bilatéraux entre l'Union européenne et un pays tiers, d'accords commerciaux et accords d'investissement, puisque depuis le traité de Lisbonne, on peut faire les deux en même temps. Ce texte, qui va être un règlement, donc qui est du législatif, explique qu'est-ce que l'on met dans l'accord bilatéral pour organiser le règlement des litiges. C'est-à-dire que pour quelle raison vous avez voté contre? J'ai voté contre parce que je suis opposée à ce que l'on substitue dans le règlement des litiges entre les États et le privé du contractuel,
C'est parce que c'est ça, c'est ces tribunaux arbitraux qui, au législatif et à la justice normale. Voilà. C'est pourquoi ça n'existe pas encore. C'est parce que vous contractualisez sur un domaine entre deux États, par exemple. Et vous allez contractualiser dans tel et tel domaine. Et en même temps que vous contractualisez, vous prévoyez comment va se régler le litige s'il y a des litiges. Absolument. Et alors, pour essayer de le dire clairement, sans avoir recours à des substances artificielles, les tribunaux arbitraux privés sont réputés plutôt donner raison aux entreprises, tandis que la justice, les institutions judiciaires des pays sont réputées plutôt donner raison aux États. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque coup. Il y a une erreur fondamentale, c'est que les tribunaux arbitraux, en général, ne font de l'arbitrage qu'entre des entreprises. Sauf que là, si j'ai bien compris, il s'agit de leur permettre de faire de l'arbitrage entre entreprises et États. Pour l'instant, c'est pas décidé. C'est ce dont il s'agit. Oui, mais ce qui a été donné, l'explication qui a été donnée, qui était parfaitement exacte, montrait bien que ce texte ne disait pas ni oui ni non. Il laissait la possibilité de... Tous les textes laissent la possibilité s'ils n'interdisent pas. Ce texte dit, dans les accords bilatéraux, déjà négociés, et il prend l'exemple de UE-Canada, ou dans ceux qui seront négociés ultérieurement. Même si ce n'est pas cité, on peut penser que ça concerne aussi le TTIP. C'est-à-dire les États-Unis. Les États-Unis. Les accords bilatéraux devront prévoir, donc ça s'écrit dans l'accord, comment en même temps on protège les investissements tout en laissant aux États la possibilité de légiférer. Oui, déjà, d'un point de vue politique, voilà, merci quand même de garder la possibilité aux États de légiférer. Et comment les arbitres devront être recrutés et devront avoir un code de déontologie pour respecter cet équilibre. Donc, si je comprends bien, parce que ça devient vraiment très pointu, là, ça entrouvre une toute petite porte de possibilité que les litiges entre États et entreprises soient réglés par... Ça l'anticipe, je dirais même. Ça l'anticipe. Ça l'anticipe et ça réglemente la façon dont ça se ferait. Pourquoi vous avez voté pour ? Moi, j'ai pas la même lecture du texte. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec TAFTA. TAFTA n'est pas négocié. Ça porte sur les investissements tels qu'ils existent aujourd'hui, et ça porte sur la gestion des différends lorsqu'ils sont traités soit par l'Union européenne, soit par les États. Et donc, le texte dit quand c'est l'Union européenne, c'est à l'Union européenne de payer. Quand c'est les États, c'est aux États de payer. Voilà, donc c'est le cœur du texte. Après, on peut chercher des détails qu'on veut. C'est le cœur du texte, mais est-ce qu'incidemment, il n'y a pas l'anticipation justement dans tout et réciproquement. Si on raisonne comme ça, on change rien. Moi, j'ai voté pour. Voilà. Oui. Parce que ça me paraît une disposition utile que de savoir quelles sont les règles qui sont applicables. Il faut qu'il y ait de la sécurité juridique. Bon, et ça ne dit pas comment sera fait le système. Ça dit qu'on peut le faire. Et qu'en tout cas, il faut le prévoir. Il faut prévoir les litiges. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut pas attaquer l'État français sur la législation ? C'est l'arrêt Lafleurette. On va devant le Conseil d'État et on peut attaquer le gouvernement sur la loi. Oui, mais on va devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la justice. C'est toute la différence. Mais un tribunal arbitral, c'est aussi la justice. Ah, c'est la justice privée. C'est la justice privée. Écoutez, moi, ça me choque pas. Non, mais attendez, tout le débat est là. Mais voilà, c'est ça un choix politique. On est bien d'accord. C'est ça un choix politique. Voilà, on est enfin arrivé à quelque chose de clair. Bien sûr. Ce qui prouve bien qu'il y a des différences d'appréciation sur les textes que l'on examine. Eh ben voilà. On y est arrivé. Il nous a fallu 1h30 d'émission, mais on y est arrivé. Il a fallu 1h30 et 2 jours d'enquête de Sébastien. Merci à tous les trois. Alors, votre rapport sur la Troïka, vous venez de le publier assorti de quelques appréciations avec quelques modifications dans ce livre « Les mystères de la Troïka » aux éditions du Croquant que vous nous avez apporté, que j'ai pas lu. Oui, juste un petit mot. En fait, on a préparé l'émission avec Laure Dossi, avec Adèle Bello, qui est notre nouvelle documentaliste, et Marion Mousseau, qui nous quitte et qui part de nouvelles aventures. Adèle Bello, qui est beaucoup plus belle que Zaya. Hein. C'est un addendum à ce que disait Didier Porte, et effectivement, Marion Mousseau nous quitte. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, et je vous dis à la semaine prochaine.